Alors, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis très heureux de vous accompagner pour cet échange entre les étudiants de l'Université de La Réunion, qui a 40 ans aujourd'hui, et des étudiants qui étaient il y a quelques années, pas longtemps, étudiants également à l'université et qui ont eu un parcours remarquable. Donc, ils sont venus témoigner et ils nous font l'honneur, le plaisir d'être là ce matin. Juste avant de commencer, je vais laisser la parole à Madame Katia qui est avec nous et Madame Katia Anguet qui va introduire cet échange. Votre micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc merci d'être là. Merci surtout à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. On a vraiment l'honneur de démarrer les festivités qui vont jalonner toute l'année 2022 et qui représentent l'année des 40 ans de notre université, 40 ans de réussite que vous illustrez aujourd'hui en étant présent ici avec nous et pour nous faire partager un petit peu votre témoignage d'ancien étudiant ayant réussi aujourd'hui de façon exemplaire. Donc on ne vous présente plus, on vous connaît relativement largement. Donc Thierry Jardineau, Jeanne Loyer et Claude Villandeuil, à qui je vais laisser la parole pour se présenter, pour partager un petit moment avec vous, pour vous expliquer comment l'université leur a permis aujourd'hui d'arriver là où ils sont et donc de réussir brillamment. Je vous remercie encore et je vous passe la parole. Je vous remercie. Merci. On peut l'applaudir très fort. Elle est à l'origine de cet échange. Merci beaucoup, madame. Alors, donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, Madame Jeanne Loyer, Monsieur Claude Villandeuil et Thierry Jardineau, qui a eu un parcours remarquable. Nous allons vous les présenter. Moi, je vais vous les présenter très succinctement parce que on va leur donner la parole, bien entendu. Juste avant de commencer cet échange, nous allons voir une petite vidéo d'une quatrième personne qui est Madame Sophie Gastrin, qui a elle aussi connu un parcours exceptionnel. Et voilà, on va vous demander, chers invités, de vous décaler juste un petit peu et on va pouvoir ensuite revenir et commencer les échanges. Et qui me disait mais pourquoi tu pars, parce que le parcours à La Réunion, l'université de La Réunion est une bonne université, donc on ne part pas ailleurs alors qu'on a ce qu'il faut sur place. Mais forcément on se construit, on se construit pas en étant à Paris, on se construit déjà quand on est chez soi, donc à La Réunion ou ailleurs, en Martinique ou en Guadeloupe. Et moi, pendant longtemps, après, quand je suis partie, je disais souvent aux jeunes, restez à La Réunion, faites votre parcours et après partez si vous devez partir, mais commencez votre parcours à l'Université de La Réunion parce que l'enseignement qui est établi est de bonne qualité. Et souvent, il y a des parents, c'est « Ah non, c'est mieux d'aller à Paris ou c'est mieux d'aller à Marseille ». Non, c'est pas mieux, non. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a de vraies compétences, il y a des profs qui sont talentueux. Et il faut à un moment mettre en avant aussi cette qualité de l'université à La Réunion, parce qu'aujourd'hui, on prend n'importe quel homme d'affaires aujourd'hui à La Réunion, ou de femme d'affaires, ou d'enseignants, ou de profs, d'infirmières ou autres. À un moment, il y a un parcours à l'université de La Réunion. Dans leur vie, il y a un parcours à l'université de La Réunion. Alors, s'il était de mauvaise qualité, il n'y aura personne pour réussir. Eh ben, je la vois encore en train de se développer et puis s'étendre encore un peu à droite, à gauche, avec différentes unités. Non, mais après, je pense qu'il y a aussi une vraie volonté de la part de l'université d'avoir cet enseignement de qualité et d'avoir de bons profs aussi, mais de devenir une référence. Aujourd'hui, moi, je suis fière de voir qu'il y a dans l'encadrement, dans la direction des Réunionnais, parce que ça reste aussi des modèles. Pour le jeune étudiant en disant waouh, ah ouais, quand même, ça a réunionnais. Voilà, on est tout le temps fiers de ça. C'est ah ouais, ça a réunionnais. Et je trouve ça bien, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, l'université a l'image aussi de La Réunion, de ce qu'elle est aujourd'hui.
Mais après, moi j'ai en confiance en la jeunesse de La Réunion et je sais que cette jeunesse d'aujourd'hui a envie de faire plein de choses et de faire avancer La Réunion. Et en passant évidemment par l'université. Allez, merci. Merci de vous installer, Monsieur Thierry Jardineau. C'est beau la vidéo. Donc, merci Madame Jeanne Loyer. Donc, vous êtes directrice des sociétés de dialyse Océan Indien du groupe Clinique Futur. Vous êtes également directrice générale d'Enova, formation continue, audit et consulting. Vous êtes chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, rien que ça. J'en dis pas plus parce que vous allez vous présenter un peu plus. On va commencer par vous. Merci de vous présenter. Et les étudiants pourront ensuite vous poser les questions qui vont bien. Enfin, bonjour à tous. Simplement, je suis là parce que mon parcours a été superbement encadré et encadrant. Et je me dois aujourd'hui de faire la même chose. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous dire ce que moi j'ai vécu. Parce que j'avais des gens comme moi qui, pendant le temps où moi j'étais étudiante, faisaient ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis dans une pédagogie, on va dire, modelée, on peut appeler ça comme ça. Et j'ai toujours eu, bien sûr, des tuteurs, parce qu'on ne vient pas comme ça en se disant je fais des études, et puis non, on a besoin de conseils, on a besoin, comme on dit, d'une épaule intellectuelle qui vous guide, qui vous sent. Ça, c'est important aussi, c'est ce que je dirais en tout cas en tout début. Je pense que si j'ai pu avancer dans la vie professionnelle avec... on va pas dire une aisance parce que c'est très difficile, il faut être tenace, il faut se dire qu'on veut et qu'on peut, mais on a besoin d'une épaule aussi et aujourd'hui c'est ce que je fais en tout cas maintenant, puisque d'ailleurs j'en ai la preuve, j'ai une étudiante qui est avec moi depuis 2 ans et qui finira en septembre et qui va être une vraie rose, puisque c'est un tout petit bourgeon qui aujourd'hui va être une belle fleur. Et en plus, je suis aussi sur l'international et elle aura un bain internationalisé, comme on dit. Et on est là pour ça aussi, parce qu'on ne peut pas seul, jeune, partir sur un cheminement comme ça. Ça, c'est déjà, ça sera ma première donnée. Voilà. D'accord. Est-ce que déjà, par rapport à ça, vous avez des questions? Oui. Alors, est-ce que le micro de... Il y avait un micro? Le micro pour eux? Bonjour d'abord. Est-ce que vous saviez en faisant vos études que vous alliez faire ce métier? Oui. J'ai toujours eu... je ne vais pas parler de vocation, parce que ça fait un peu ringard aujourd'hui quand on dit vocation. C'est mal pour la jeunesse. On ne comprend pas ce que c'est déjà. Donc, mais je veux dire que j'ai toujours eu un cheminement complètement, on va dire, linéaire. Si vous voulez, par exemple, j'ai pas dit je vais faire des maths et ensuite je reviens sur du littéraire. Jamais. J'ai toujours un rythme de, si vous voulez, on va dire sanitaire. On va pas parler de la politique, mais ça reste quand même une impulsion sanitairo-socialo, puisque je suis toujours dans le social. Et puis, la formation. Puisque j'ai monté donc Enova, qui est un promoteur de compétences. Et on voit bien que je suis restée dans ce panel qui est très régulier. Et ça aussi, il ne faut pas s'éparpiller. C'est important. Je crois que il faut vraiment se polariser sur ce qu'on aime et ce qu'on veut. Et ensuite, c'est du dur labeur, c'est-à-dire, moi je veux ça, et ben j'y vais, mais par contre, on ne va pas vous emmener ça sur un plateau. C'est à vous d'aller chercher et être curieux. Voilà. Donc, en gros, vous avez toujours fait à peu près les mêmes études. C'est ça le secret de la réussite, une étude linéaire? Alors, quand vous dites les mêmes études, non, je n'ai pas fait les mêmes études parce que pour parvenir à un certain niveau, il faut que vous ayez un éventail de production, on va dire, intellectuelle pour y arriver. Alors, je suis passée sur des chemins qui ont été le sanitaire, ensuite l'encadrement, ensuite de la direction, puisque je suis allée au Canada, faire chef de projet, par exemple, la qualité, puisqu'aujourd'hui, je suis aussi à la Haute Autorité de Santé, la HAS,
et maintenant la formation. Alors j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai été aussi au MEDEF, à la FEDOM. Donc si vous voulez, dans votre cursus, il y a des impulsions, mais on reste toujours dans ce qu'on aime et dans la lignée d'où on veut. Et au fur et à mesure, vous arrivez au summum. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai été infirmière, pour vous donner le panel dans lequel je suis arrivée. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qui veut peut. Il ne faut pas non plus dire tout de suite, je vais faire des grandes études, etc. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Dans tout ce que j'ai pu rencontrer, souvent, quand on a connu la base, on comprend. Et dans ce qui est la compréhension politique et collaborateur, on est beaucoup plus sensible. Maintenant, il faut de tout pour faire un monde, bien évidemment. Mais on voit bien que quand on est animé, quel que soit votre métier, ça fonctionne. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi l'Université de La Réunion? Vous étiez dans quelle filière? J'ai fait, parce que j'ai fait aussi les ressources humaines, j'étais directeur des ressources humaines, donc j'ai fait ma formation RH à La Réunion aussi. Voilà. Et aussi un métier d'avenir, la cohésion, l'effort, la solidarité, l'entraide, la famille, je vous en parlais, le don de soi également, le sacrifice, le combat, j'ai envie de mettre ça entre parenthèses, la fraternité, sûrement. Alors bonjour, avez-vous regardé des relations avec des anciens de l'université? J'ai beaucoup bougé, juste pour vous dire qu'aujourd'hui je suis sur Dakar, je pars aux Seychelles et je suis aux Comores et à Mayotte. Donc je crois que j'ai gardé une personne. Et après ça a été, parce que c'était de mon temps, ça a été une nouveauté, c'était au moment où l'université pouvait aussi faire un maillage entre des gens qui étaient dans la profession et des étudiants. Belle expérience, puisque du coup, on s'échange et je pense que ça apporte aussi bien aux nouvelles étudiants qu'à ceux qui travaillaient. J'ai beaucoup aimé parce que ça nous remet les pendules à l'heure et ça, je me remets toujours en question, peut-être trop, c'est un défaut, mais je crois que c'est important parce que vous nous nourrissez, on essaie de se mettre à niveau parce que ça bouge, le temps bouge et du coup, l'animation, on va dire, intellectuelle passe par vous aussi, forcément, pour ne pas être statique et dire je reste comme ça et je bouge plus. C'est pas vrai. Alors, moi j'aurais une question. Vous êtes sur plusieurs postes, vous vous déplacez beaucoup. J'imagine que c'est compliqué d'allier une vie aussi riche professionnellement avec autant de réussite et une vie familiale. C'est compliqué. Alors, c'est quoi le secret, alors, on va dire? Est-ce qu'il y a des secrets pour pouvoir... Il y a bien sûr un secret. Si c'est un secret, non, je ne pense pas que ce soit un secret. Mais forcément, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est pas de la chance? Je n'en sais rien. Ouais. Par contre, je travaille beaucoup. Je travaille tout le temps. Je dors pas beaucoup. Je dors 4 heures. Et j'ai eu un époux qui m'a beaucoup aidé, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui est parti très jeune. Et entre-temps, j'ai quand même fait 3 beaux enfants. Je vous donne quand même ce qu'ils sont, parce qu'ils sont nés à La Réunion. Donc j'en ai un qui est pilote de chasse, qui maintenant est pilote. Ah oui. J'en ai un qui est doctorant en recherche à New York. Et un autre qui a un restaurant de lodge à Mayotte. Donc si vous voulez, ça a été pas évident. Et je pense que j'ai réussi aussi, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai été épaulée par mon époux qui me poussait. Il me poussait parce qu'on ne peut pas tout seul forcément. Et c'est le bas blesse parce que je vois les filles là. Souvent on nous dit ouais, vous êtes des femmes, vous avez les enfants. C'est vrai que quand les enfants sont au bas âge, c'est difficile et compliqué. Ça, si vous n'avez pas une épaule à vos côtés, c'est compliqué. Donc on attend qu'ils aient l'âge, on va dire, moyen pour pouvoir s'en échapper. Mais pendant ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. Je me suis toujours formée. Donc voilà, c'est peut-être le secret. Après, c'est vrai que je prenais mes vacances, j'allais me former. J'allais au Canada me former pendant mes vacances, donc par exemple. Et ensuite, c'est se remettre en question, je le disais tout à l'heure.
Et puis, le fait de rencontrer comme ça, moi j'aime bien. Et du coup, ça me donne des idées. Donc j'ai toujours des idées. Et à chaque fois, je dis à mes équipes, cette année, on arrête, stop. Et puis bim, il y en a une qui revient, tiens, Madame Loyer, on pourrait peut-être faire ça. Et parce qu'elles sont aussi dans de l'ingénierie, dans de la qualité, dans du RH, dans de l'encadrement. Et elles me poussent, quoi, en fait. Alors, par moments, elles sont fatiguées, mais elles aiment ça, je crois. se donner un projet de vie. Quoi qu'il arrive, même si on est dans le malheur, vous donnez un projet de vie, ça vous pousse. Voilà. Eh bien, bravo, parce que non seulement vous avez une vie riche et complètement réussie au niveau professionnel et au niveau personnel. La preuve, c'est que vous avez 3 enfants qui vivent un côté professionnel extraordinaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Déjà, bonjour. Combien de temps vous a-t-il fallu pour avoir votre premier contrat signé après votre diplôme? J'ai pas entendu. Combien de temps après votre diplôme vous avez eu votre premier contrat signé? De suite, très rapidement. Parce que, si vous voulez, c'est pareil, quand vous faites certaines formations, vous êtes en stage. Et pareil, là, à vous d'être comme elle, par exemple, hein, elle était en formation, on piste, vous êtes bien, vous savez qu'il y a des ouvertures, ça s'appelle les brèches. Et vous, ça s'appelle des pépites. Donc moi, je cherche la pépite et à vous de prendre la brèche. C'est bon? Merci. Alors, merci pour ce témoignage extraordinaire. Ah, pardon, encore une petite question. Pour vous, qu'est-ce qui est important pour qu'un jeune réussisse dans son parcours de santé? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Pour vous, qu'est-ce qui est important pour qu'un jeune réussisse son parcours dans la santé? Son parcours dans la santé. Dans la santé. Je pense qu'il faut aimer parce que c'est dur. C'est dur. Il y aura... en ce moment, il y a une superbe pénurie, je dirais nationale, mais voire internationale. Donc, on va sûrement revoir le numerus clausus, par exemple. On est en souffrance. Moi, je le vis tous les jours, plus le Covid. Donc, ce sont des organisations compliquées, difficiles. Je vois bien que les équipes peinent. Et il faut s'armer. Il faut vraiment le vouloir, je pense. Il faut vraiment le vouloir. Et à côté, se dire, je fais ça, je peine, mais je sais qu'au bout, j'ai un résultat. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît, Madame Jeanne Loyer? Vraiment très beau parcours. Merci pour ce témoignage touchant et montrer à ces jeunes étudiants. Vous avez une question. Et on a une autre question que avec beaucoup de travail, on réussit toujours ce qu'on aime. Bonjour. Je viens d'arriver et je n'ai pas entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, mais d'après ce que j'ai compris, vous travaillez dans le milieu d'aide-soignante ou dans le milieu médical. Et j'aimerais savoir comment vous avez fait, quel diplôme avez-vous eu pour faire ce métier? Et c'est ce que je disais effectivement au tout début. J'ai fait un parcours riche de terrain. Et je ne le regrette absolument pas, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille avec des collaborateurs, je comprends, je vois, j'entends. Ça, c'est important. Bien sûr, il y a le côté financier, hein, comme dans toute entreprise, hein, et puis le côté projet et évolution. Mais je suis toujours restée humaine, c'est-à-dire que l'homme, pour moi, a beaucoup d'importance. Et donc, je ne peux pas ignorer que ce liant ne se fasse pas. Donc ça, pour moi, ça va être primordial. Je commence comme ça. D'autre part, pour le cursus, le cursus a toujours été à La Réunion, c'est de faire infirmière. J'ai commencé par infirmière ici, à l'école. Et ensuite, j'ai fait le diplôme de RH, donc des ressources humaines ici. Et ensuite, j'ai fait le diplôme de directeur d'encadrement à Marseille. Et ensuite, je suis allée au Canada. J'ai fait donc chef de projet et qualiticienne. Et ensuite... bon, je ne sais plus trop, mais bon, je fais pas mal. J'ai bougé pas mal. Et du coup, vous avez une espèce d'information et de formation riche dans des domaines qui vous intéressent,
Ensuite, vous avez une vision globale, vous les colmatez. Et puis, vous vous rendez compte que quand vous arrivez quelque part, mais vous êtes super à l'aise, quoi. Mais c'est pas comme ça. Ça a été vraiment cumulé au fur et à mesure, on avance, etc. Et on cherche, je le répète, hein, on cherche, on regarde, qu'est-ce qu'on aime, où je veux. Et puis, tiens, peut-être que cette personne que j'ai vue aujourd'hui pourra m'aider si moi, j'ai pensé à une solution. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens. Peut-être que vous avez une petite pépite devant avec Thierry, parce que vous aimez ça, et vous avez cette chance, c'est qu'il est en face de vous. Donc qu'est-ce que vous faites? Allez le voir, demandez-lui, tiens, moi j'aimerais bien, il a peut-être une petite solution, il a peut-être un petit chemin à vous donner. Et ce petit chemin, vous le prenez, et comme ça, vous continuez. Mais il ne faut pas jamais, jamais s'isoler. Sortez. Sortez. Faites des formations, faites des animations, faites des entretiens. Et il ne faut pas dire, par exemple, là, moi, même là, je viens. Ça me donne des idées. Pour parler, ça me donne des idées. Je n'aurais pas pu parler comme ça si je n'avais pas pris des cours. Vous voyez? Donc, tout va se colmater au fur et à mesure, mais on n'a pas ça comme ça, c'est pas vrai. Hein. Voilà. C'est beaucoup de travail. Merci. Merci beaucoup à vous. On peut l'applaudir. Ah, encore une question. Attends, c'est pas fini. Comme quoi, c'est riche. Très bien. Donc, bonjour. Je veux savoir si vous visez une certaine évolution dans votre milieu professionnel. Je l'ai visé, puisque là, je vous donne aussi un secret, parce que je suis en train de faire une biographie. Il faut aller chercher loin. Il faut aller chercher loin, loin, loin. Quand vous faites, par exemple, la formation RH, qui date, bien évidemment, hein, puisque je l'ai faite il y a bien longtemps, on vous dit, connais-toi toi-même avant de connaître les autres. Je pense que ça, c'est fondamental. Du coup, je vous jure, je me suis retrouvée sous la table à pleurer, parce que quand on vous dit, allez chercher dans le fin fond de chez vous comment vous êtes, et après, je peux approcher l'autre. Et on vous demande de faire une extraction sur qu'est-ce que vous voudriez être dans 15-20 ans. Je vous jure, quand j'ai su que je venais là, j'ai ressorti ce document, donc il date, hein, il doit dater de 25-30 ans. Le parcours est exactement comme je l'avais pointé, et je terminais par expert. Expert en la matière, et je le suis aujourd'hui à la Haute Autorité de Santé. Parce que j'ai fait expert visiteur pendant 15 ans, ça veut dire qu'on vient et on va certifier les établissements. Et aujourd'hui, maintenant, je suis plus expert, mais je suis membre permanent de la Haute Autorité de Santé, et je vais valider, relecture, etc., tous les établissements de santé. Donc on voit bien qu'il y a une évolution. Le cas pilier, quoi. Hein. Ensuite, être directeur, par exemple, je fais l'international, je pense que là, on a atteint... honnêtement, non, je ne vois pas. J'ai fait un peu de politique, hein, puisque pendant 5 ans, j'ai été élue aussi. Ça m'a beaucoup plu aussi, c'est intéressant. Mais effectivement, est-ce que j'ai atteint? Est-ce qu'on n'atteint jamais? On évolue toujours. Je réfléchis, je sais, mais je ne vais pas le dire maintenant. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ça? Mais ouais, j'ai une petite idée et ça sera la finalité en fait. Voilà, parce que j'ai vraiment eu ce que je voulais. Merci. Encore une question. Alors, quelles sont les différentes difficultés que vous avez eues dans votre parcours? J'ai pas entendu. Quelles sont les différentes difficultés durant votre parcours? Les difficultés, je pense que c'est comme pour tout le monde, on est à La Réunion. Donc, quand vous commencez à évoluer, il y a des choses qu'il n'y a pas ici. Donc, il faut se dire à un moment donné, est-ce que je pars? Alors, moi, je l'ai vécu pas mal avec les Seychelles, où il y a des pays comme ça, dans les îles, où les gens n'ont pas l'habitude de quitter la famille, etc. C'est difficile, hein, c'est dur. J'étais à Marseille, ça a été dur. On se retrouve tout seul, on n'a pas les mêmes mentalités. Il faut se refaire des amis. Ça, c'est pas évident. Et puis, je ne suis pas une sexiste, hein, parce que j'ai jamais eu de problème. Je pense qu'on a besoin de l'homme et on a besoin de la femme. Et la difficulté, c'est quand on a des petits. Je pense que ça, quand même, il faut le dire pour une femme. L'étape vraiment d'amortissage ou on va dire d'atterrissage pour faire des grandes études, si vous avez des petits, il faut être super organisé. Voilà.
Bon, ben merci. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci pour ce témoignage juste extraordinaire. Merci, Madame Loyer. Nous allons passer à Monsieur Thierry Jardineau, humoriste. Donc, je ne vous le présente pas plus que ça. Moi, il va se présenter, bien entendu. Moi, j'ai juste une question pour commencer et lancer les affaires. C'est Confucius a dit « Faites de votre passion un métier et vous n'aurez à jamais travaillé un seul jour de votre vie ». J'ai envie de poser la question, est-ce que c'est ça l'animao, ou la partie de là, ou est-ce que quand on était comme ces jeunes étudiants, vous n'avez aucune idée que ça devenir humoriste? Ou bien tu commences dans la récréation, quand tu es à l'école, etc. Oui, bonjour tout le monde. Bon, moi, mon parcours est vraiment atypique en fait. Moi, ce n'est pas l'étudiant que l'université va retenir. Parce que très franchement, pour moi, au début, c'était une forme de refuge. Je pouvais faire comme tout le monde. Il me dit, bon, mais ça va à l'université. Mais il ne connaît pas trop quoi faire. Donc, bon, il raconte un peu mon cursus, mais rapidement. Il m'a dû faire une semaine, 3-4 jours de droit, pas plus, voire même une journée. Et après, c'était fini pour moi le truc. Il me dit, bon, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas un doc d'anglais? Parce que l'anglais, à défaut, il pourra toujours servir. Mais au fond de moi, n'avait aucun truc qui plaisait à moi. Nous l'est en 1986, il faut bien resituer les choses. Nous l'est en 1986-85. Et l'université, ce n'est pas l'université que nous connaissons aujourd'hui. C'était la fac de lettres, était à l'avenue de la Victoire à Saint-Denis. Et le reste, les Sciences Éco et SNV, tout le reste, était là-haut au Chaudron, plus les laboratoires pour les langues. Donc, ma lance à moi, comme ça, à préparer un doc d'anglais. Mais c'était vraiment un truc que m'a choisi par défaut, parce que m'y voulait plutôt faire étudier l'espagnol. Parce que m'y adorait l'espagnol. Moi, j'étais très bon en espagnol au lycée. Et malheureusement, elle n'avait pas cette filière-là à La Réunion. Et faute de moyens, mes parents n'avaient pas les moyens non plus d'envoyer moi étudier dans les autres universités des grandes villes françaises. Je suis resté à La Réunion et puis voilà, je m'adapte à moi une situation que je n'avais pas vraiment envie, dont je n'avais pas vraiment envie. Et finalement, il s'est passé des choses que les assez, paradoxales. Ce n'est pas tant l'université, son encadrement, ses professeurs, ses études, et tout ça qui a permis à moi de devenir ce que moi l'ai aujourd'hui. L'université, elle a été juste, le déclic. Le déclic, parce que parallèlement à la vie étudiante, on n'avait pas que les études, on n'avait pas que les salles d'études le soir, on avait aussi des animations. Les étudiants, ils prenaient Azote en charge et on avait des animations. Et il a proposé à quelques étudiants qu'il était un peu musicien, conteur, poète, slam, imitateur, voilà, de participer à la vie étudiante, d'animer des cabarets, notamment la cafétéria, et après avec une dimension plus importante à l'amphithéâtre. Donc, moi, j'étais un peu le fer de lance de tout ça. Ce qui fait que finalement, il me dit, bon, on n'a pas cette matière à l'université, mais c'est pas grave. C'est pas grave, m'a saisir les opportunités, m'a fait des rencontres d'étudiants venant d'ailleurs. Moi, ils venaient de l'Est, de Saint-Benoît, et les autres étudiants, pour la plupart, ils venaient du Sud, de Saint-Pierre, le Tampon et tout ça. Il a eu des rencontres, il a eu des partages, et ce qui fait que, voilà, de fil en aiguille, par rapport à ce que moi l'a fait au sein de l'université en tant que débutant artiste, eh ben, les gars en question l'ont permis à moi de faire ça au niveau du public. Donc, mettre à moi un petit peu le pied à l'étrier, ce qui fait que, voilà, m'en a profité de ça en me disant, bon, ben, écoute, m'en a point ce que m'y veut à l'université, mais il n'empêche qu'en étant à l'université, m'en a quand même su regarder à gauche, à droite et se dire que, tiens, et puis finalement, s'il est écrit comme ça veut dire que vous êtes venu à l'université pour rencontrer cette personne, et c'est cette personne-là que va faire en sorte que demain, on aura la carrière que vous voulez. Parce que moi, depuis tout petit, c'était ça. C'était ça, en fait. Mais malheureusement, ici, il n'y avait pas de cours d'art dramatique, il n'y avait pas d'école de théâtre, il n'y avait pas de... Toutes ces filières-là, il n'existaient pas.
Donc, la construire moi un petit peu tout seul, en prenant comme marche-pied, mais il n'est pas péjoratif du tout ce que me dit, eh ben, l'université et tous les gens qui étaient là au bon moment. C'est ça surtout. C'est ces gens qui étaient là au bon moment qui a permis à moi de dire bon, l'université, moi, elle n'a pas été très brillant, mais avait quand même un certain niveau. Moi, on aurait pu s'il m'avait vraiment voulu. Mais non, la flamme qui animait à moi, c'était celle d'être artiste. Contre vents et marées, contre mes parents, contre la famille, contre presque la société, parce que n'avait point de filière d'artistes à La Réunion, enfin, en tout cas pour l'humour, il n'existait pas. Donc, comme il n'existait pas, m'a dit, écoute, au lieu d'assises pleurer, autant construire. Et m'a parti à l'audace, frapper aux portes des mairies, des comités culturels, de dire, voilà, il faut que nous bouge. Peut-être que demain, on aura des humoristes, peut-être que demain, on aura beaucoup plus d'artistes. Et au fur et à mesure, m'a vu qu'autour de mon entreprise personnelle et collective, avec d'autres personnes, nous avons réussi à bâtir une économie artistique à La Réunion. Mais prends mon exemple, c'est celui que m'y connaît le mieux. C'est avant, un humoriste, déjà, il était assez péjoratif. Vous ne jouez pas à Champfleury, vous ne jouez pas au théâtre de Saint-Gilles. Vous faisiez les petits podiums, les kermesses paroissiales, les dîners de parents d'élèves, d'associations de parents d'élèves, que des petits trucs comme ça. Mais nous, à un moment donné, nous avons voulu bousculer tous ces codes. Et bon, voilà, moi, était quand même un fer de lance avec d'autres personnes. Et nous l'a fait en sorte que les artistes humoristes et les comiques, ils prennent vraiment notre place dans cette société et que nous génèrent par la suite une forme d'économie autour de ça. Aujourd'hui, les humoristes sont pratiquement les seuls artistes à La Réunion à remplir le théâtre de Champfleury, le théâtre du Tampon, les théâtres de Lille, le théâtre de Saint-Gilles. Mais comme il dit à remplir, ce n'est pas question à l'éventard, hein, mais c'est quand nous remplit, il nous fait 3, 4 Saint-Gilles, 3, 4 Champfleury, 3, et depuis presque 30 ans, c'est comme ça. Donc, bon, l'université, OK. On sera toujours reconnaissant d'avoir été là au bon moment et sans doute d'avoir rencontré les gens que m'y revoit maintenant aujourd'hui. Hein. On a des gens qui étaient à l'université, des enseignants, des professeurs que m'y retrouvent, que m'y revoient. Et les autres aussi, ils disent, chacun a son parcours de vie. Et moi, je ne connais pas si mal su tirer le meilleur de l'université. Mais l'université a permis à moi de faire vraiment cette introspection et se dire, écoute, on est au pied du mur. Toute bonne camarade à partir en France, à Montpellier, à Aix-en-Provence, enfin, Aix-Marseille, tout ça, faire des études. Un peu la sorte médecin, d'autres kinés, d'autres ceci. Et finalement, il me dit, putain, dans la bande, mais c'est que moi, quoi. C'est que moi, reste à terre. Enfin, par rapport à ce que... Encore une fois, il faut bien resituer les choses. Nous l'avons en 1986. Hein. Je sais pas si les autres... Il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas rien. Et du coup, il me dit, ouais, mais bon, après, mais vois pas pourquoi m'a dénigre ce métier-là. Peut-être, ouais, il faut valoriser. Valorisons. Et m'a mis à mon travail, m'a eu des rencontres, m'a fait des échanges, voilà, beaucoup partagé. Et surtout, dans mon métier, beaucoup observé ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se trame, comment c'est fait, avec qui. Pourquoi en métropole, l'est comme ça? Pourquoi ici, La Réunion, l'est comme ça? Pourquoi... Et voilà, et de fil en aiguille, voilà, on a plus ou moins construit mon identité artistique. Et puis, on a fait de ma passion un vrai métier. Et moi, on aurait été content si à l'université, on avait voilà, cette discipline-là, enseignant, au truc, on aurait sûrement postulé, mais bon. Ce n'est pas encore le cas et peut-être qu'il faut encore bousculer, les barrières et faire en sorte qu'il ouvre une section humour ou mise en scène parce qu'il ne fait pas que ça. Moi, mon bagage, c'est l'humour, certes, mais moi, je suis aussi metteur en scène et moi, surtout, mon premier métier, c'est auteur, c'est-à-dire l'écriture, tout ce qui est littéraire. Et ça, moi, l'a appris... Enfin, c'est les dans le sang, comme il dit créole. Voilà, les dans le sang, les comme ça. On peut pas. Demande à moi comment il fait beau écrire. Je ne vais pas répondre aux autres. Hein, il vient tout seul. Hein. Voilà. Récemment, moi, l'a quitté Antenne Réunion où moi, l'a travaillé pendant 12 ans.
dont on se connaît sûrement, on a fait cette petite chronique du soir qui appelle KLB. Et au moment de partir, nous l'a fait un petit cocktail de revoir, on va dire. Et comme on l'a annoncé à Monaco, m'avait fait quand même 2700 épisodes de KLB, ils avaient tombé sous... Ouais, ils avaient tombé des nues, en fait. Ils dit comment ça, 2700 Oui, eh ben, 2700. On a écrit 2700 épisodes. Voilà. Et dans ma vie artistique, m'a dû écrire plus de 800, voire 1000 sketchs. Parce que mis compte les chroniques radio, où, comme on était à Réunion la première, comment on était à RFO, comment on était à RTL, comment on était... Voilà, donc... on a aussi beaucoup bougé et à un moment donné, il faut savoir prendre des risques. Le dernier risque que m'a appris, c'est que ma cliente en Réunion m'a venu à Réunion la première et m'y anime une chronique tous les matins. Et moi, on est vraiment content d'avoir retrouvé le live, le public, la façon d'adresse à moi aux auditeurs. Et voilà, et mon parcours, bon, n'est pas encore fini. Hein, peut-être qu'on a autre chose qui attend à moi. Mais veut dire la leçon qu'il faut avoir, c'est que déjà au départ, il faut connaître vraiment ce dont on a envie. Ce qui fait vibrer, il fait battre le cœur. Une fois que on a ça, on connaît ça, le reste, il vient presque tout seul. Il dit presque tout seul parce qu'il faut se battre à un moment donné. Il faut bataille, il faut aller chercher. Mais si on connaît vraiment au fond de où on veut, une fois qu'on connaît, on l'a fait la moitié du chemin. Hein. C'est quand on est dans l'incertitude, c'est vous dites, mais il ne connaît pas, peut-être que se manquer de... Ah ben, tel a fait ça, ah ben, il vient de revu une filière, on a une nouvelle matière à la fac, ah ben... Ça, les problématiques. Mais une fois qu'on connaît, vous connaissez ça, au fond de où, on ne peut pas tricher. Si vraiment on fait un travail sur les autres, même, vous connaissez c'est quoi la flamme qui anime les autres. Ben, allez, fonce, bois dedans comme dit l'autre, et puis... après, le reste, il arrive, c'est parce que c'est où qui crée ça, qui arrive à créer, parce que vous l'êtes dans l'euphorie, vous l'êtes dans l'envie, ou l'envie de... Et puis, vous êtes surtout dans la foi. Non, mais il ne parle pas de foi religieuse ou quoi que ce soit, là. C'est la foi. Il faut y croire. Une fois qu'on y croit, ou dit, de toute façon, ça va arriver comme ça pour moi. Forcément, comme la pensée, c'est une énergie, ça arrive. Madame Loyer disait tout à l'heure qu'il faut être attentif aux brèches et les pépites doivent rentrer dans ces brèches. Et je pense qu'à la cafétéria de l'université, c'était la fameuse brèche. C'était la fameuse brèche, ça, hein. Oui. Je demandais si je peux... Vous pouvez, bien entendu, vous pouvez. C'est un échange. Parce que vous voyez, je suis encore curieuse, moi. Je me dis quand même, tu as quand même un don. Parce qu'il faut... Tu as aussi ce truc en plus, il y a un don quelque part. On a soin un sixième sens. Je sais que je l'ai moi maintenant. Mais là, le don d'imiter, il n'est pas que n'importe qui imite là. Tout à l'heure, il va m'imiter, vous allez voir. Non, ben oui, c'est ça. Ouais, peut-être. Moi, je me trop pose à moi la question là-dessus parce que moi, elle a fait ça pour moi un peu naturellement. Mais après, me rendant moins compte que moi, j'étais bien seul en fait. Ah, oui. C'est ça le truc. Et de là, m'a dit tiens, ben, il y a quand même quelque chose à creuser. On a une filière à exploiter, puisqu'il n'y a pas trop de concurrence. Comme on a commencé dans le métier, tout le monde dit « Allez en France !» Je me dis « Oui, mais en France, des gars comme moi, il n'y en a pas centaines de milliers. Nous voit à la télé que ça que l'a réussi. Nous voit les Thierry Le Luron à l'époque, Patrick Sébastien, toujours à l'époque. Ensuite, il y a eu les nouveaux imitateurs, comme Michael Gregorio, Canteloup, Laurent Gérard et compagnie. Mais moi, il me dit, ben non, mais il reste la Réunion, tout est à faire ici. Pourquoi tu veux que ça va ouais, tous les talentueux bougent, allez, saute la mer. Il me dit, ben non, on en a tellement à faire ici que finalement, il dit non, il reste ici et honnêtement, il ne regrette pas. De temps en temps, effectivement, ça va en France, mais on a l'opportunité de jouer, de faire ce que mi aime en métropole avec d'autres artistes sur des spectacles multi-artistes ou tout seul ou en one-man show. Finalement, moi, je l'ai bien gâté parce que moi, je l'ai né à Paris, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ils seraient peut-être surpris. Moi, elle est née à Paris, mais elle ne m'a pas du tout demandé à naître à Paris. C'était vraiment fortuit. Et bon, après, elle est comme ça. Elle est écrite. Et du coup, par exemple, plusieurs fois, on m'allait passer devant l'Olympia. On était marmaille, hein, mais voyait à l'affiche Thierry Le Luron, mais voyait
Gilbert Bécaud, Charles Aznavour. Il est impressionnant, Pointy Marmaille, il passe devant parce que c'était plein de néons, plein des grandes affiches à Paris. Il me dit, et un jour, m'a dit, un jour, il jouait là-dedans, comme ça. Et au moment où il clac, on dit ça, ouais, mais n'importe quoi, les marches, paf. Dans ma tête, c'était ça. C'était ça. Comment expliquer ça? C'est voilà, où les cheviller à cette idée-là. Et moi, l'a joué à l'Olympia. Oui. Mais c'est pas moi la chercher, mais c'est peut-être provoqué inconsciemment quelque part. Ou sème. La pensée, il sème. Et un jour, un gars appelle à moi, un directeur de l'office départemental de la culture, dit tiens, on va faire un spectacle à l'Olympia. Moi, l'a choisi à haut pour être l'animateur et l'humoriste pour cette première cuvée. Voilà. Donc, on est parti à l'Olympia, après on est parti au Bataclan, au Zénith, au Palais des Congrès plus récemment. Enfin, on a fait toutes les grandes salles de métropolitaine et bon, tout en étant basé à La Réunion. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas non plus pas cette obligation d'expatrier à Aube pour pouvoir réussir ou toucher le Graal. De La Réunion, on peut très bien le faire. Et moi, l'a fait. Moi, je suis bien content d'habiter ici, de vivre ici, d'avoir reconstruit ici. Et de temps en temps, de pouvoir aller rencontrer la diaspora réunionnaise à Paris, Montpellier, Marseille et ailleurs, Lyon. Et de continuer à vivre de mon art comme ça, quoi. Et moi, je trouve les justes géniales. Mais ne demande pas plus, moi, pas besoin de plus. Ça, comme ça, elle est très bien. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut l'applaudir déjà très fort, s'il vous plaît? Merci. Madame Loyer avait une autre question pour lui ou pas? Ou c'est bon, c'était par rapport à l'imitation? Alors, moi, j'ai une petite question par rapport à l'imitation. Est-ce que, quand on entend un moon, causer ou dit ah ben tiens, lui, sans Mitali, ou bien c'est une affaire, il vient tout seul aux mains? Comment ça se passe? Au début, c'était un peu naturel, mais au fur et à mesure. En début, moi, la calque à moins sur d'autres mentors, c'est-à-dire d'autres imitateurs. Quand on les marmaille ou adolescents, ou voit à la télé. Moi, mon idole à l'époque, dans les années 70 jusqu'à 80, jusqu'à son décès, c'était Thierry Leluron. Mais je ne connais pas si tu connais, mais c'est vraiment voilà, la référence. Après, les autres les arrivaient derrière, hein, les Sébastien, Laurent Gérard que nous connaissons actuellement, Canteloup et bien d'autres. Mais vraiment, celui qui a été le pionnier véritablement, qui l'a fait de l'imitation un vrai art et que l'a permis aux gens des Places Azotes de venir dans les grandes salles applaudir un humoriste, parce que humoriste, à un moment donné, n'avait toujours ce petit caractère un peu péjoratif. Ah, c'est un comique, lui, il fait rire la gueule. Donc voilà, c'est juste un comique, il fait rire la gueule. Voilà, c'est sans importance. Un chanteur, oui. Un chanteur lyrique, oui. Ça, oui. Mais lui, c'est un comique. Sauf que maintenant, depuis quelques années, quand on voit la partie économique que les humoristes y portent, on pose des questions, quoi. Voilà. Et maintenant, tout le monde, voilà, dans les comités d'entreprise, dans les grandes entreprises, toujours, on en a souvent qui fait appel à un humoriste, un auteur, pour animer des colloques, des séminaires, chose que m'y fait aussi. La preuve, c'est que moi, elle est là encore aujourd'hui. Donc, non, c'est génial. Mais encore une fois, il faut être, en tout cas pour moi, hein, vraiment en alerte tout le temps. Tout le temps éveillé, tout le temps entendre, à saisir le moindre truc, se dire, il s'est passé avant moi tout de suite, mais m'y mettre de côté, peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, je ne m'y connais pas. Si moi, j'ai eu le déclic pour un son que moi l'a entendu, une voix que moi l'a entendu, un truc, c'est que forcément, il y a quelque chose qui va se passer ensuite. Ce n'est pas immédiat, il peut prendre du temps, mais ça se passe. Donc voilà. Et pour répondre à votre question, les voix, tout dépend de la tessiture, hein, c'est la hauteur de voix des gens. S'il est un peu en harmonie avec la mienne, oui, il est facile à faire. Par exemple, il imite très peu de femmes, parce que m'y peut pas, parce que ma point cette voix fluette, m'y imite quelques voix féminines, Madame Mode. Voilà. Bon, alors, faites un courrier recommandé avec accusé de réception Bobaye. Voilà. Donc, celle-là, les facile à imiter. Mais m'y fait très peu de voix de femmes. M'y fait les voix d'hommes. Et deux petites informations techniques, parce que je m'y connais que c'est les questions que nous posent à moi. Comment on fait pour capter la voix? Bon, d'abord, on a l'intuition. Ça se joue dans la tête d'abord. Ensuite,
les imitateurs ou les ventriloques ou ces gens qui pratiquent cet art-là, ils ont un défaut physiologique. Paraît-il, hein, moi, pas creuser le sujet, mais bon, pour avoir entendu un spécialiste de la voix, il dit que les imitateurs n'ont une corde vocale plus longue que les autres. Donc, forcément, un défaut. Et ce défaut-là, il permet aux autres d'aller chercher des voix, des notes, des hauteurs de voix que le commun des mortels ne peut pas faire. Et après, la deuxième astuce technique, c'est qu'il faut arriver à reconstituer la caisse de résonance. Parce qu'un son, ce n'est pas que la voix. Le son est produit par l'ouverture de la bouche, la fermeture, l'amplitude, la cavité nasale, la cavité buccale, le placement des dents, le placement de la langue. Enfin, il y a tout ça. C'est toute une machinerie, mais ça, bon, après, c'est de la technique. Hein, il faut connaître pour pouvoir pratiquer. Et comme dit Azote, au départ, il faut qu'on a ce petit défaut-là qui fait que, voilà, les cordes vocales. D'accord, merci. Madame Loyer, une petite question. Oui, allez-y, après je vais passer au micro. Elle me laisse. Tout à l'heure, il y en avait une. Tout à l'heure, je crois que c'est toi qui disais mais comment on sait quand on a atteint ou qu'on doit continuer ou pas? Pour revenir sur ce que tu viens de dire, justement, ça m'intéresse, tu vois. Je travaille déjà, j'ai enregistré. Par exemple, j'allais dire Thierry, je n'allais pas dire lui, on ne dit pas, hein, j'ai dit Thierry. Dans tout ton cursus, ça pourrait être ta finalité, ou qu'il l'est déjà, c'est qu'en plus, tu es porteur de parole. C'est-à-dire que tu peux même virer sur peut-être de la politique parce que tu vas impulser des choses où tu vas annihiler les gens et tu peux faire passer des messages. Et cette partie-là, tu n'en as pas beaucoup parlé. Mais si tu dis certaines choses, les gens vont t'écouter aussi. Donc, c'est aussi une responsabilité qui doit être très lourde à porter parce qu'il ne faut pas que tu te trompes. Et en plus, tu vas permettre aux gens aussi de se dire « Ah ben tiens, vous l'avez vu, Thierry a dit à nous ça, peut-être il a raison. Il a dit ça en foutant là, mais il n'est pas vrai ça. Il dit peut-être la vérité. » Donc, tu as quand même une responsabilité, je veux dire, populaire, engagée, qui va faire que tu peux aussi entraîner des troupes ou des mentalités ou... je ne veux pas dire que c'est une pédagogie, on va dire, céleste, mais je veux dire que ça peut être un élément majeur dans la connexion du choix pour les gens aussi. C'est possible, oui. Quand tu disais, il faut écouter, il faut chercher, je crois que ça aussi. Et là, j'ai écouté quand tu m'as dit, mais par contre, je ne pourrais jamais imiter. Hein, je peux pas, hein. Mais en fait, comme a dit tout à l'heure là, très souvent, nous l'a été plus ou moins, entre guillemets, dénigré. Parce qu'il y a aussi un comique, mais un comique qui réfléchit aussi. Il peut avoir une pensée plus acerbée, plus aiguisée que celle d'un politique aussi. Hein. Pas plus tard que ce matin, m'a eu l'exemple en étant à l'antenne à côté d'une candidate, une représentant d'un candidat, Éric Zemmour, une députée européenne qui était assise à côté de moi dans le studio radio. Moi, m'y fait l'imitation d'un jeune adolescent qui dit que la guerre en Russie n'aura un effet papillon à La Réunion. Alors l'animatrice dit c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la guerre en Russie n'aura des répercussions sur le pain au chocolat. Et il fallait faire la démonstration. Donc, il fait la démonstration que, effectivement, la guerre en Russie, il y a des sanctions économiques, sauf que la Russie, c'est un gros producteur de blé, donc forcément, les va pèser sur du chantage pour que le prix du blé augmente, ou les comptes libres, ils ne vendent pas où, va aller acheter ailleurs, ou sinon on va acheter avec Chinois, tu comprends? Et le prix du blé augmente, le blé devient rare, plus cher, plus la farine, qui dit farine dit viennoiserie dit pain chocolat, il dit pain chocolat, il dit 10 €. Donc le gars fait sa démonstration comme ça. Et à côté de moi, la députée dit pas rien. Il ne connaît pas elle, parce qu'elle est pas réunionnaise, elle était de passage sur l'île. Bon, moi, m'a fini mon truc, mais ça va, mi sort, mi quitte le studio. Et l'animatrice, quand elle a fini les interviews avec le journaliste, il vient voir moi, il dit « Thierry, vous connaissez quoi? Faut-il la copier presque ou de démonstration de ce qu'on a dit, truc. A dit oui, vous comprenez, si la France rentre dans ce conflit, la farine, le blé, le pain chocolat. Donc voilà, nous n'est pas spécialement des lanceurs d'alerte, mais je veux dire, nous avons quand même une acuité intellectuelle qui fait que moi, en tant qu'auteur, parce que m'y écrit avant tout, il y a des imitateurs que les juste interprètes. Nous en a une batterie d'auteurs.
Mais moi, écoute, m'y écrit, moi, on est un observateur de la société, de la politique, du social et de tout ça. Et m'y arrive à dire des choses, mais différemment. Voilà, en humour. Il ne plaît pas toujours. Des fois, il fait des bides aussi. Faut pas... Mais pour durer 37 ans ici, c'est que, voilà, on a une belle implantation. Exactement. Merci Thierry. Est-ce que nous avons des questions de nos étudiants? Hop, 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 hop. Déjà, bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Pour moi, c'est un honneur de vous rencontrer. Ah, on peut cause une affaire, on peut cause créole. Non, mais aucun souci avec ça. Vous faites comme vous voulez. Non, mais ça aussi, il faut décomplexer. Non, parce que les gens, ils sont des fois obligés. L'université, pareil. À un moment donné, je dis, gars, je sais pas, l'université, mais qui empêche à cause créole pour bien exprimer, si vous voulez être clairvoyant d'autres trucs, cause créole, si vous voulez. Maintenant, on fait comme on veut. Moi, il ne dérange pas moi du tout. Non, mais je vais causer en français parce que c'est comme ça que je cause tout le temps. Ah, il n'y a pas de problème. Mais voilà, déjà, je suis à fond dans l'art et tout ça. Et j'aime bien l'humour et tout ça. Du coup, c'est super cool de vous rencontrer. Et justement, j'avais des questions par rapport à tout ça. Parce qu'actuellement, je suis dans un espèce de conflit intérieur. Parce que justement, il y a tout ce cursus de oui, les études, il faut bosser, il faut gagner l'argent. Tu as la sécurité d'avoir un diplôme. Et de l'autre côté, j'adore la musique et je veux me lancer dedans, ne serait-ce que dans l'art ou tout ce qui touche à ça. Et du coup, vous avez déjà répondu à la plupart de mes questions dans votre introduction, mais c'était plutôt comment pour tous les autres étudiants aussi, qui sont certainement dans le même cas que moi, comment enlever toute cette part de doute? Parce qu'on va plus faire confiance à nos parents qui nous disent faut la sécurité et tout ça, mais de l'autre côté, moi je sais très bien que l'université je vais jamais y aller. Ça me. Oui, comme moi. C'est pas que ça me fait peur, mais je sais que je veux pas bosser. Je suis pas quelqu'un de très très scolaire et tout ça, et c'est souvent le cas des gens qui sont un peu artistiques et c'est. Oui, c'est vrai que quand on a la fibre artistique, si on n'a pas cette filière-là à l'université ou dans un cursus, elle est un peu embêtant. Mais bon, les époques sont différentes aussi. Moi, ce que moi, l'a fait à cette époque, encore une fois, comme on était à l'université, c'était en 82, donc pile 40 ans. On avait des possibilités. Vous pouvez avoir de l'audace, prendre des risques. Maintenant, nous les en 2022, les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué. Moi, je me recommanderais la prudence, mais, comme m'a dit tout à l'heure, si c'est ça qui anime à là, gars, bois dedans, mais donne à où les moyens par contre. Ne dis pas, assume-les, donne à où les moyens. Et forcément, si c'est ça, si vous êtes talentueux, si vous croyez en ça, les obstacles, c'est où va faire tomber. Parce que Nora, parce que voilà, il ne correspond pas du tout au chemin qu'on l'a envisagé, où on veut aller par là-bas, mais il faut passer par ici. Donc les obstacles seront là, il faudra faire tomber, il faudra serrer les dents, il faudra faire des compromis, il faudra faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais ce quelque chose qu'on n'aime pas va servir à faire quelque chose qu'on aime plus tard. Donc les études peut-être qu'il faudra faire, mais il ne connaît pas, c'est où qu'on va voir. Mais si vous aimez la musique et vous veut vivre de ça, vous sauvez média au moins. Fonce, fonce, mais regarde où ça au fond surtout. C'est surtout ça. Oui, ok. Voilà. Merci bien. Donc bonjour. Bonjour. Je veux savoir surtout votre cursus assez unique quand même. Selon vous, quelles sont les clés pour s'adapter à ce monde du travail? Pardon, j'ai pas bien compris la deuxième partie du... Quelles sont, selon vous, les clés pour s'adapter au monde du travail? Oh là là, mais déjà, quel travail? C'est ça la question. Le monde du travail, c'est les grands, les vastes, et tout ce que vous voulez, mais quel travail vous faites? C'est déjà ça. Moi, j'aimerais bien travailler dans la communication, par exemple. Dans la communication? Dans l'interaction avec des personnes. Ouais. Écoute, c'est pas le choix qui manque à notre époque. La communication, elle est très développée. Mais comment s'adapter à ça? C'est déjà avoir le choix, avoir défini le choix. Vous dites, il veut faire de la communication, ok, mais quoi très exactement dans la communication? Quoi? Parce que c'est vaste,
La communication, c'est vaste, surtout à notre époque. Dans quoi vous serez à l'aise et que ça vous veut vraiment où? N'a que oui qu'on est en fait. Nous pouvons pouvoir conseiller à eux par rapport à notre expérience à nous, mais notre expérience, c'est pas la vôtre. Il sera jamais la... voilà. Donc, à un moment donné, où il faut qu'on arrive à véritablement définir et être en accord avec vous-même par rapport à ce qu'on veut faire véritablement. Contre vents et marées, hein. On vous dit, bon, ben, moi, c'est ça. Ouais, mais ça va être difficile. Non, moi, c'est ça. Peut-être juste pour compléter. Oui. Ils sont tous en train de se demander, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire plus tard? Parce que à cet âge-là, on est censé savoir quel métier on va exercer dans 10, 15, 20 ans. Il n'est pas vrai, Marmaille. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Ce que Thierry et Jeanne étaient en train de dire, c'est que vous avez des prédispositions sur la com, sur l'art, sur le sport, bref, dans quel que soit le domaine. Ces prédispositions-là, il faut les garder. Maintenant, il y a les études, effectivement, parce qu'il faut avoir des diplômes dans notre système pour pouvoir accéder à quelque chose. Mais cet art, ce don, il faut toujours le cultiver. Ne faites pas le choix. Ne faites pas le choix. Et dites-vous une chose, arrêtez de culpabiliser. Il est normal qu'à cet âge, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas. On était pareil. Maintenant, aujourd'hui, on peut se dire, ben oui, j'avais telle prédisposition, etc. Mais il fait 20 ans, 30 ans de ça. On peut le dire. Mais à votre âge, on était dans la même situation, hein, en se disant, bon, on a bien des volontés de prédisposition, mais c'est tout. Donc arrêtez de culpabiliser. C'est pas vrai, ça, les gens qui connaissent depuis le départ, qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est pas vrai. C'est des opportunités, et Jeanne disait, saisissez les brèches, saisissez le wagon qui part, et Thierry l'a recomplété, restez ouvert, curieux, il faut aller chercher, quelles que soient les informations, et rentrer dedans ensuite. Mais arrêtez de culpabiliser. Le système est fait pour vous dire, allez, sélectionnez telle filière, sélectionnez tel machin, etc. C'est pas grave, ces études-là, c'est un moyen pour pouvoir y arriver, c'est pas un but. C'est juste une étape, c'est un moyen qu'il faut utiliser pour aller au-delà. Et vous en faites pas comme nous tous, vous allez faire 2, 3, 4 métiers avant de trouver celui qui va faire que pendant 20 ans, vous allez... Mais voilà, et ça c'est la vie. Pour enchérir ce qu'il vient de dire, nous on comprend ce que vous êtes en train de faire là, et de dire, et ressentir, c'est que vous avez peur. Vous avez la pression des parents, la pression de l'environnement, la pression de l'école, la pression de toute la famille. Que ça fait ça dans le temps. Comment? Eh bien, nous, on est passé par là. Et ça fait peur. C'est sûr que ça fait peur. Mais il faudra passer un petit peu au-dessus de ça. Mais c'est le cursus normal d'un être humain. Hein. Franchement, à 10-12 ans, j'ai rarement vu quelqu'un qui dit je serais si peut-être Mozart. Il savait qu'il allait être pianiste. Et encore, c'est ses parents qui l'ont poussé. Mais c'est comme ça. Vous êtes obligé de passer par là. C'est la naissance, on grandit, l'adolescence. Après l'adolescence, ben c'est quoi l'adolescence? Vous êtes passé par l'adolescence. C'est la même chose. Vous avez eu peur. Les tétés qui poussent, la malle, les affaires, comment il est, comment on va faire. Ben c'est ces mêmes étapes-là que vous allez vivre au fur et à mesure. On grandit, on va à l'école, on va à la maternelle. Après, on va au lycée. Et là, par exemple, toi, tu dis, mais moi, je ne suis pas dans le format normal. Il se pose des questions. Par contre, ce que nous voit, nous, c'est qu'effectivement, lui sort du lot. Il a une qualité lunettes. Déjà, il a une qualité l'habit. Déjà, ou dit ah, lui, c'est déjà un petit phénomène. Peut-être il y a peut-être. Ça veut dire aussi qu'il a quelque chose qui fait qu'il est innovant. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Moi, j'accepte. Tu vois, je trouve ça sympa. Je veux dire, avec Lénine, là, ça serait pas mal. Mais là, il a déjà un typage où on sent qu'il sort du lot. Il est pas dans son truc classique parce que c'est son typage à lui. Après, vous en avez qui sont classiques, et puis vous en avez on va vous forcer à être classique. Non, si je suis comme ça, bien sûr, il ne faut pas être déconnant non plus, hein, parce qu'attention, vous avez des cursus où si ça ne passe pas, vous allez être pointé du doigt. Mais ce que vous vivez là, maintenant, on l'a vécu. On était dans le même typage. Voilà. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu venais de dire tout à l'heure. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance. Par contre, quand on parle de choix ou d'entretien, etc., moi, je répète, c'est... Même aujourd'hui, là, j'ai déjà une idée là, avec Thierry qui vient de me dire pour travailler avec mes employés en qualité de vie au travail, tu vois. C'est en train de fuser déjà. Eh bien, par contre, je répète,
gardez ça en vous, c'est toujours, toujours ne pas rester isolé. Rencontrez des gens. Les gens, vous allez voir, il y aura sûrement quelqu'un, il va y avoir un petit déclic, vous n'allez pas comprendre, c'est ce qu'il disait tout à l'heure Thierry, je le mets de côté, mais tiens, ça peut-être ça m'intéresse. Je reparle avec quelqu'un d'autre. Tiens, elle va peut-être me donner une idée, cette dame ou ce monsieur-là. Tiens, ça va m'intéresser aussi. Moi, j'ai fait beaucoup comme ça. Et j'ai toujours eu des gens qui m'ont tutorisé. Hein. J'ai toujours pris au sérieux des gens très, très âgés, ou âgés, mais j'écoutais et je prenais. Voilà. Et après, ça se façonne. Voilà. C'est comme un vase de terre cuite. Vous montez, vous le façonnez. Après, vous allez le peindre, vous allez le décorer. Et en plus, après, l'idéal, c'est que vous allez boire dedans. Donc, c'est ça qu'on vous demande d'être tout à la fois, en fait, à la fin de la course. Voilà. Du coup, en fait, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous attire dans votre métier actuel? Qu'est-ce qui m'attire dans mon métier actuel? C'est un métier de la communication. Parce que moi, paradoxalement, moi, elle est très introvertie. Moi, elle est très, très timide quand elle est en société. Et m'y éclate à moi quand elle est sur scène ou à la radio. Ou m'y devient quelqu'un d'autre. Mais dans la vie de tous les jours, m'y rase les murs. Ça, tout le monde y connaît ça. C'est pas mon truc d'aller vous demande à moi de faire un truc. Ok, là, m'y vient, mais pas honte, il n'y a aucun problème. M'y vient, m'y discute. On est très ouvert à la discussion. Comme on est avec des gens que m'y connaît bien, par exemple à l'université, ce monsieur-là, là maintenant, m'y percute. Nous l'étions ensemble. T'es joué au football sur le terrain du Chaudron une fois par semaine. Nous avions des équipes avec notamment un monsieur qui s'appelle Raza. Voilà. C'était notre tuteur, professeur de football. On va dire ça comme ça. Professeur de football. Effectivement, sur un terrain de football, il y a du voir à moins, nous excentrique. Mais après, sorti de là, disparaît, quoi. Enfin, c'est mon cas, moi. Hein. Donc, que ça plaît à moi, c'est d'alterner, d'être introverti et après d'être un peu excentrique sur scène. C'est d'alterner les deux. Et voilà, et on a une part d'ombre. Ok, il voit par moi-même, on est très famille, très discret. Et après, quand il s'agit de faire des spectacles, d'être là, voilà, moi, on est content de partager, moi, on est content de rencontrer des gens, d'échanger. Et puis, plus que toute autre chose, c'est que faire rire les gens, c'est-à-dire provoquer une émotion par les mots et se dire, tiens, Malgain fait bouche Champfleury, on a fait rire 1000 personnes à Saint-Gilles, tout en étant tout seul sur scène avec juste un micro et des mots. Extraordinaire. Et les gens, ils payent pour venir rechercher cette sensation-là. Micropasisoti imagine le truc, c'est quoi? Là, il ne vient pas chanter, faire... Non, il y a un gars, il vient, il a des choses à raconter. Et les gens, ils payent pour venir écouter parce qu'ils ont envie de provoquer cette mécanique du rire qui fait du bien, que les salvateurs m'y voient très bien avec le spectacle de Marie-Alice, même pendant la période Covid avec les restrictions, les jauges, en jauge limitée, les gens, ils viennent. Nous l'étions au tampon, c'était plein à craquer. Les gens là, avaient vraiment envie de rire, ils ont envie d'entendre des gens avec des mots, pratiquer l'humour, démystifier des choses, raconter à d'autres façons des trucs que ils ont envie d'entendre. Mais ça, c'est notre boulot. Et c'est ça que nous aimons, nous. C'est que nous les, finalement, au service des gens, d'une manière, voilà, faire rire. Il est extrêmement difficile de faire rire. Jouer la comédie, faire pleurer les gens, oui, mais il ne dit pas, mais il dévalorise pas. Mais vraiment, faire rire les gens, quand vous les, comme ça, ou avec juste un micro, où arrive, vous cause à 1000 personnes, et on voit les 1000, ils plient pareil, fleur canne, quand le vent il souffle dessus, il y a un relève comme ça. Mais c'est juste génial, quoi. Moi, ici, on croit 10 ans si c'est comme ça. Voilà, c'est mon kiff. Du coup, une question. Est-ce qu'on a eu un monde pendant la comédie ou bien tout seul ou un stage, non, comme ma diazote, hein, à l'époque où on est arrivé sur le marché, on n'avait pas rien. C'était le grand désert. Comme c'était le grand désert, on n'a pas apitoyé moi sur mon sort. Il dit, bon, eh ben,
Si n'a personne, m'a décidé, ben, ça va être le pionnier alors. Mais voilà, c'est tout. M'a décidé, il dit, mais ça va être le pionnier, m'a faire, et peut-être que dans mon sillage, il y aura de Moon. Et effectivement, il y a eu des gens dans mon sillage. Et puis voilà, nous l'a créé un mouvement, et il fait qu'aujourd'hui, ben, l'humour en a ses lettres de noblesse à La Réunion. Voilà. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors du coup, moi c'était juste une question. Donc vous avez dit qu'en 82, effectivement, il n'y avait pas forcément beaucoup d'opportunités à La Réunion, surtout dans votre corps de métier. Donc ma question c'est à partir de quand as-tu pu vivre de ta passion réellement? Et finalement, est-ce que tu as eu un premier job et après... Ah oui, on a travaillé à l'hôtel des impôts d'abord. Petit job d'étudiant. Petit job d'étudiant, m'a vu passer des dossiers, plein de choses. Ben, à l'époque, il n'y avait pas des juges qui mettaient en prison encore, mais bon, on aurait pu, hein, vu ce que nous l'a vu. Bon, enfin, on a travaillé un petit peu à l'hôtel des impôts. Ensuite, m'a été au service militaire. Là, pareil, m'a saisi les opportunités, m'a la causé, m'a la exprimé moi envers mes supérieurs hiérarchiques pour dire bon, ben, moi, je suis peut-être militaire, soldat, policier de Moon, mais en fait, mon truc, c'est faire rire. Hein. Donc, pareil, là aussi, au sein de l'armée, le colonel était preneur moi pour animer des soirées de gala, pour aller divertir les troupes quand on était en manœuvre à la plaine des Cafes, quand on surveille le dépôt de munitions à la plaine des Cafes, là-bas, c'est morne-plaine, c'est ou en nuit ou à mourir, quoi. Et en plus, on a un fusil chargé, on peut tuer des gens avec. Vous comprenez? Est-ce que vous imaginez le truc? Nous, on a 20 ans, 19 ans. Il dit, oh, bon, toi, tu montes à la plaine des Cafes, toi aussi. Allez, quoi? Une semaine. Et une semaine, nous tourne en rond, la nuit, autour d'un dépôt de munitions, et à surveiller s'il n'y a point comment dire ça? Des gens qui viennent voler. Des gens qui viennent voler, ou des terroristes, ou des trucs comme ça. Ben, écoute, hein, moi, à un moment donné, il m'a dit, non, c'est bon, d'accord, ok, mais si vous pouvez servir à moi pour autre chose, j'aimerais bien. Donc, là, servir à moi pour autre chose. Et là, pareil, le colonel, à l'époque, il a compris que c'était mon truc. Et du coup, on a eu une proposition de travail à FR3. Regardez le truc, on allait à l'armée. Hein. On a eu une proposition de travail à FR3, à l'époque, c'est maintenant RFO, hein, Réunion Première. Et du coup, le colonel dit, bah, écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire dans la vie active, mais si déjà là, je peux te permettre de mettre un pied là-dedans, vas-y, tu es dans la communication, tu es dans la parole, tu nous as rendu service, moi je ne peux pas te refuser ça, vas-y, fais quelques heures, après on verra. Et bien c'est comme ça que moi, je suis rentré à RFO, on m'a fait 22 ans là-bas, avant d'aller à Antenne Réunion et de revenir cette année à Réunion Première. Et comme quoi, voilà, oui. Dans la vie, on a des gens sur le chemin, des opportunités, des brèches, ouais, exactement, des brèches, on rentre dedans. Après, c'est à haut de faire au trou. Hein, ouais, il y a des signes, en fait, comme Paulo Coelho disait, il y a des signes, donc on peut appeler ça des brèches aussi, au bon moment, au bon endroit, et après, saisir les opportunités. Alors, je vais vous demander d'applaudir notre ami Thierry Jardineau, qui... Pour cette présentation. Nous allons partir un peu dans le monde du sport. Monsieur Claude Villandeuil qui est avec nous, pareil, qui est passé à l'université. Il est chargé de mission à la direction des sports de la ville de Saint-Denis. Il est président du CROSS, du comité régional olympique et sportif de La Réunion. Est-ce qu'on peut l'applaudir déjà pour donc une petite présentation et puis voilà, on te laisse te présenter. Ouais, alors, je vais peut-être vous dire, on a un parcours tout à fait classique, mais des plus classiques, mais pas atypiques du tout. Ouais, parce que c'est pour ça que c'est riche. Tous ceux qui sont, en tout cas, de ma génération et du milieu hein, dont je suis issu, moi, j'ai grandi au Chaudron, à la Source et à Bouvet, hein, donc à Saint-Denis, dans les immeubles, à Léo, la Boue, tout ça, ne nous connaît pas. Hein. Grandi dans les immeubles. Voilà, béton. Génération des années 60 et dans les années 60, 70, 80, quand on a 20 ans, première affaire que moi me dire, c'est que lui va être fonctionnaire. Sans savoir quel domaine et quel métier, mais fonctionnaire parce qu'il faut vivre et que c'est en étant fonctionnaire qu'à La Réunion, à l'époque, en tout cas, on pouvait vivre. Pas plus ni moins. Alors, bien sûr, j'aimais le sport, j'aimais les arts, la lecture. On va dire, moi, t'es plutôt bon élève, oui, c'est vrai.
c'est vrai que ça facilite les choses, on va dire. Mais arriver à l'université, faire le choix, comme Thierry, anglais, droit, ou... Ça, les affaires qui étaient ouvertes, c'était effectivement les langues et le droit. Et moi, m'a fait un bac technique, un bac F1, c'est du dessin en construction mécanique. Alors, un peu des autres, mais ils n'ont même pas dessiné, mais bref. J'ai fait une filière de terminale parce qu'il fallait en faire une. Donc, on m'a appris c'est de là. C'était peut-être pas le moins pire, parce que je pense que j'aurais pu me débrouiller mieux ailleurs, mais les camarades étaient là, ils faisaient ça, donc j'ai fait ça aussi. Le bac, et puis ensuite le droit. Et arrivé à la fac, c'est bien PSO à moins que c'était vraiment un domaine qui m'a plu, parce qu'on a eu des opportunités, des profs qui a fait que ça a accroché. Une ambiance aussi, comme disait Thierry, c'est des camarades qu'on rencontre, des gens qui viennent de l'Est, de l'Ouest, etc. Une ambiance un peu particulière et qui pousse aussi à travailler. On était de ce lot-là, parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup aussi qui étaient là pour la forme. Mais ça, moi je me dis toujours, à partir du moment où on a compris un système, on a compris comment ça fonctionne, on adopte ce système-là, que ça nous plaise ou non, on en profite, on s'ose dessus, et puis on arrive jusqu'au bout. Voilà. Et donc, on a fini par faire une licence, une maîtrise. Alors, il ne faut plus dire DESS, parce qu'elle a rigolé tout à l'heure quand on a dit ça. Je dis master maintenant, voilà. Master. Droit, alors que je viens d'une filière technique. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir passer les concours de la fonction publique et être fonctionnaire territorial. Donc aujourd'hui, moi, je suis fonctionnaire territorial depuis 35 ans. Donc j'ai commencé comme directeur de CCAS à Saint-Benoît, et puis ensuite directeur des sports et directeur général adjoint à la mairie de Saint-Denis sur les services à la population. Ça, c'est le parcours universitaire professionnel. Sinon, au niveau associatif, depuis mes 11 ans, on est dans le sport. Donc, depuis 11 ans, j'ai toujours eu une implication dans la vie associative, parce que j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, orienté. C'était aussi des exemples. Et donc, ces gens-là ont ouvert des portes qui font qu'aujourd'hui, on a pu s'engouffrer. Et voilà. Et puis à un moment donné, moi je me dis toujours ce que l'université en tout cas peut vous apporter. C'est certainement pas trouver votre voie, machin, etc. Je dis ça pour toutes les formations. Prenez ce qu'il y a à apprendre, adaptez-vous là où c'est que vous êtes, obtenez ce diplôme pour pouvoir faire autre chose après. On peut passer à plein d'autres choses, mais il faut en même temps se former avec cette responsabilité-là. Et puis à un moment donné, dans les métiers qu'on exerce, on se dit tous la même chose, mais d'abord on aime la Réunion, on a envie qu'elle se développe, on a envie que notre jeunesse aussi puisse se développer et faire mieux que ce que nous on a fait, parce qu'on est sur une île, on est trop fermé sur nous, il faut pouvoir s'ouvrir, il faut être curieux, il faut aller chercher ailleurs, mais il faut surtout se dire qu'on est sur une belle île et on a la chance de vivre ici. Et ça, il faut pouvoir pousser, aller en avant. Et ce que je peux surtout vous dire, là où c'est que vous êtes à la fac en tout cas, mettez-vous toujours en tête l'excellence. On ne se contente pas de la médiocrité. Ce n'est pas parce que c'est facile d'avoir 10 ou 11 qu'on se contente de ça pour pouvoir passer. Il faut toujours aller chercher au-delà, il faut toujours essayer de... Après, on n'est pas effectivement à la Réunion dans un système à l'américaine où il faut à tout prix gagner plus, machin plus. Des fois, nous, on se contente de ce qu'on a parce que... Et c'est mon cas, hein, mais vivre avec ça, on n'a pas besoin. Voilà, je suis DGA, je me rappelle mon meilleur Gilbert Annette, comme il a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas plus au niveau salaire quand on est... Ouais, parce que je vis avec ça, moi, à la Réunion. Alors, certains disent c'est un manque d'ambition, mais moi, je sais que sereinement et honnêtement dans ma tête, je sais que je vis bien avec ce que j'ai. Voilà, et je suis bien avec moi-même. Au lieu d'avoir des chasseurs de primes, effectivement, qu'on a vu débarquer, mais alors... Donc il faut aimer son île, il faut avoir envie d'investir là-dedans. Mais moi, j'ai aussi une fille qui est à l'université, et c'est pour ça que je vous le dis, parce que je ne m'y arrête pas de répéter ça. Arrête de penser qu'on te demande aujourd'hui de savoir ce que tu vas faire pendant 20 ans. C'est pas possible. Donc c'est normal. Les questions que vous vous posez aujourd'hui, c'est normal. Vous n'êtes pas dans l'atypique, vous n'êtes pas dans le différent. C'est normal de se poser ces questions-là. Mais ce qui est surtout aussi intéressant à faire, c'est de réfléchir à ce que tu disais. Moi, j'aime bien la musique, mais il faut la garder, il ne faut surtout pas lâcher.
Moi, on m'a dit à un moment donné, il faut choisir entre le sport et les études. Et j'ai fait la bêtise d'arrêter. Je dis, j'ai fait la bêtise d'arrêter parce que parfois, on tombe sur des bonnes personnes qui vous orientent, mais des fois, on tombe aussi sur des... Voilà. On peut très bien allier les deux, les passions et les études. Mais il faut finir les études, bien sûr, pour pouvoir aller au-delà et se donner les moyens de faire plus. Donc, allez-y, lâchez-vous, restez curieux, restez attentifs, mais ne vous renfermez pas en vous disant j'ai un problème, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est pas vrai. Tout le monde est dans cette situation-là. Et vous allez voir que ça va venir. Oui, des fois ça arrive et on s'y attend pas du tout. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une question à vous poser à vous trois. Est-ce que, durant votre parcours, avez-vous eu des problèmes de manque de confiance en soi? Parce que le manque de confiance en soi, c'est ce qui conduit à l'échec. Et vous, je vois que vous avez réussi à mener votre parcours en bien. Du coup, j'aimerais savoir si vous avez eu des soucis de confiance en soi, comment vous avez fait pour les combattre? Donc, est-ce que vous avez eu des problèmes de confiance en soi pour réussir? Je pense que tout le monde, on va tous dire oui. Heureusement, bien sûr, et même pire que ça. Tu as envie d'abandonner des fois. Donc des fois, tu as peut-être une petite main qui vient, qui dit non, continue, tu as de la chance, on va t'encadrer. Et puis tu as une autre fois où tu restes pendant une semaine, non, je veux plus. On s'enferme et tout, puis après, hop, il y a peut-être quelqu'un qui te réveille là et qui refait. Mais c'est l'art justement de l'homme. Ça veut dire que vous avez quelque chose en vous, forcément. Sinon, ça voudrait quoi? Vous êtes linéaire, j'ai peur de rien, je peux tout faire, ouais, bof, machin. Non, on est comme ça, forcément. Après, le tout, c'est de maîtriser cette situation-là. Et la maîtrise, elle vient au fur et à mesure, parce qu'on est souvent primaire au départ. Et donc, il faut la travailler. Mais c'est normal d'avoir du doute. Moi, j'ai toujours eu le petit truc, et je pense que ce petit truc-là, c'est ça qui te fait pousser. Je fais beaucoup d'émissions ailleurs, et et je dis, mais je pense que Thierry aussi, tiens, j'aimerais bien savoir. Et je me dis, mais non, je l'emmène, je lui dis, écoute, tu viens, mais je sais pas comment on appelle ça, ce petit truc qui fait peur, là, tu sais. Tu dis, mais j'y arriverai pas et tout. Et puis finalement, tu arrives, bam, t'es lancé, tu pars. Mais tu l'as. Le trac. Tu l'as. Voilà. Oui. Oui. Tout le monde, on manque à un moment donné de confiance en soi. T'en fais pas, tu n'es pas la seule non plus. Et c'est peut-être plus permanent que ce que l'on croit. Tout dépend de la situation dans laquelle tu es. Mais il y a une chose qui est sûre à un moment donné, moi personnellement, ce que je me suis dit, ou n'est pas n'importe qui, ou vaut plus qu'un autre. Quand je vois dans le sport, par exemple, ce que l'on a été capable d'apporter et ce que mes collègues ont fait, j'ai tout simplement comparé, tu vois, en me disant, tiens, tout compte fait, oui, je peux me planter, mais je peux faire mieux aussi. Et comme il disait tout à l'heure, l'excellence, c'est ça, c'est la recherche systématiquement de ce que tu peux faire au maximum et ne pas avoir peur de le faire. De toute façon, il n'y a rien qui est pire que de subir. Manquer de confiance en soi et ne pas prendre la décision d'y aller, ça veut dire que tu regretteras toute ta vie de ne pas y aller. Voilà. Tu y vas, c'est un échec, on en prend conscience. Ça passe. C'est pas pour autant que... Mais refuser d'y aller parce qu'on manque de confiance, c'est pas bien. Et ça fait mal, c'est de la violence que de passer. Mais je pense que Thierry est pareil, qu'il faut monter sur la scène devant... je sais pas, un parterre de personnes et pouvoir prendre la parole en public, c'est pas évident. C'est la tripe vraiment là qui sert. Mais passer ce cap-là, une fois que tu l'as fait, tu te dis, mince, comme Jeanne était en train de dire, mais il faut avoir ce courage-là d'y aller et de se dire que tu n'es pas pire qu'un autre. Merci Thierry. Un petit mot. Oui, mais il me rejoint complètement ce que disait M. Villandeuil et Mme Loyer. Voilà, pardon. Il arrive à nous d'avoir des passages à vide. Il arrive à nous de ne pas être en confiance. Il arrive à nous plein de choses. Après, ça dépend les âges que nous n'avons. Quand on est jeune, on a des doutes, on a plus d'emprise dessus. Mais quand on a fini, voir un peu la vie, découvrir, on a une façon de gérer le doute, le manque de confiance d'une façon totalement différente. En tout cas, après, c'est un travail qu'on fait avec nous-mêmes, ou fait sur nous-mêmes. Mais oui, le doute, mais à un moment donné, le doute là, il
ne faut pas vivre avec. Hein. À un moment donné, il faut lâcher aller, quoi. On a un doute une fois, un jour, un mois, un an, 10 ans. Non. Non, à un moment donné, dit non, là, chut, me mettre de côté et m'y fonce. M'y fonce. Après, arrive ce que va arriver. Au moins, on aura essayé. Moi, l'a vu, bon, m'y rend moins compte que m'a eu un doute, peut-être que m'a eu raison, mais on a la preuve. Tandis qu'on a un doute et où ça n'a pas, comme dirait M. Villandeuil, ben, c'est qu'on ne saura jamais. Vous l'avez envie de faire ça, mais on a un doute. Et on ne fait pas. Mais après, on ne connaît pas, ou si on aurait pu réussir ou échouer. Il faut tenter. Bon, bien sûr, à moindre risque. Hein. Faut pas non plus dire, mi veut sauter en parachute, m'a tellement peur que mi ça va, mi a oublié le parachute. Non. Les doutes, mais tout ça, ils soignent, ça. Hein. Ils soignent, c'est pareil. Le doute, il peut être combattu par la foi. La foi dans ce qu'on a envie de faire. On a la foi dans ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on croit être bon pour vous. Ben, ça va, on fait. Le doute, il estompe à un moment donné. Il est obligé. Mais après, c'est pas non plus un handicap à vie, hein, du tout. Du tout. On a un objectif, on a envie de faire ça. Et à un moment donné, les doutes laissent sur le bon chemin, quoi. On tente, on voit. Mais des fois, on n'est pas obligé de tenter tout seul. On peut demander conseil, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas là-haut, on peut avoir effectivement entendre un discours à la télé, entendre une interview en radio qui fait tac-tac. On dit, ben voilà, c'est ça le truc. C'est peut-être ça que je dois faire, c'est peut-être cette personne-là que je dois aller voir pour lever mes doutes. Parce que les doutes, on n'est pas sûr qu'on peut lever tout seul. Il faut, encore une fois, comme il dit Azot, mais prend mon expérience à moi, c'est être en alerte tout le temps. C'est tac, tac. On pose la question, on dit, on a un doute là-dessus. M'allez voir sur Internet, tac. M'allez peut-être sur Internet, on rend compte qu'on a un gars qui ne sert pas au grand-chose, mais que celui qui est assis à côté, lui va servir à quelque chose, il dit juste 2 mots. Et ces 2 mots-là, il suffit à mettre la puce à l'oreille, ou dit, elle n'est pas con ce qu'il a dit là. Putain, peut-être que c'est ça. Voilà. Donc il faut toujours prospecter et trouver des solutions pour enlever le doute. Mais ne pas rester avec le doute, les deux assis sur la même chaise, un à côté de l'autre. Là, c'est fini, là. Hein. Ouais. Et aussi, moi, je pense que si je peux rajouter, c'est que le fait d'essayer, ça va. Si on ne réussit pas, on apprend de cette défaite. Par contre, si on réussit, ça va augmenter votre capacité, votre confiance en vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez au fur et à mesure gommer ces doutes. Du coup, j'aurais une question pour monsieur Villandeuil. Comment vous êtes arrivé dans ce métier? Par quels moyens? Concours, j'ai passé le concours tout simplement. Après la fac, il fallait faire la préparation. Quand je me disais tout à l'heure, il faut comprendre le système, comment ça fonctionne. J'ai compris après, j'ai dû passer le concours au moins 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que je comprenne que pour pouvoir l'avoir, le concours, il fallait être dans le milieu et puis faire la préparation au concours avec des personnes bien particulières, etc. pour l'avoir. Et donc voilà, à partir du moment où on a eu le concours, la carrière a commencé à ce moment-là. Mais il fallait au préalable comprendre le système. On aurait gagné 2 ans si j'avais compris un peu plus tôt. Mais là, il n'y a personne pour te dire. Si tu ne te débrouilles pas pour comprendre comment ça fonctionne, voilà. C'est pour ça qu'il faut rester curieux, regarder autour de soi, comment on fait les autres. Et puis, il n'y a pas de raison, on n'invente pas la poudre, on fait pareil, en capitalisant dessus. Donc, bonjour, je voulais demander si lorsque vous étiez étudiant, il y avait un quelconque service pour vous aider à l'orientation et l'insertion professionnelle, où il fallait forcément rechercher ces petites brèches un peu partout? Non, je ne pense pas. Et puis, ouais, de toute façon, quand on fait du droit, on avait nos 5 ans à faire. On ne réfléchissait pas à autre chose que faire ces 5 ans et avoir le master, tu vois. Donc, question d'orientation professionnelle, je ne sais même pas s'il y en avait, mais je n'ai pas fréquenté, en tout cas, parce que moi, mon but, c'était de passer le concours de toute façon de la fonction publique. Hein. Ouais. Merci. Merci à tous les 3. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, tous les 3, très fort? Alors, on va vous laisser une petite phrase de conclusion, juste après.
et après je vais conclure. On commence par Jeanne. Petite phrase de conclusion. Une phrase de conclusion. Ben, je suis encore dans l'avancée parce que je suis déjà dans l'analyse où je me dis on s'est complètement complété, donc ça peut vous servir aussi. Que je ne sais pas qui c'est qui fait le choix, mais on a eu tous les trois des parcours différents, mais très enrichissants. J'ai encore appris, vous voyez, j'ai encore appris. Et je suis déjà en train de me dire que je vais pouvoir utiliser lui et lui pour faire certaines choses. Donc vous voyez, j'arrête jamais, quoi. En fait, je me dis, ben ouais, je continue. Et je suis toujours en éveil, donc c'est d'être en éveil. Voilà. Merci d'être en éveil. Moi, je vous dirais tout simplement, foncez. Vous avez vu aujourd'hui parler autour de vous, voyez un peu ce que font les uns et les autres, mais foncez. Ne vous posez plus de questions à un moment donné. Vous avez une première année, ben, il faut attendre la deuxième année. Voilà. Il faut parfois se fixer des objectifs à très court terme sans aller au-delà quand on galère à se poser ces questions-là. Et à votre âge, encore une fois, c'est normal que vous vous posez ces questions-là. Donc gardez-les, gardez la foi, c'est ce que disait Thierry, gardez la foi sur ce que vous voulez faire, mais allez-y étape par étape et foncez. Merci Claude. Thierry. Ben, voilà, mais réalité à ce que m'on a dit tout à l'heure là, la réussite c'est aussi une question de foi. Voilà, donc après les portes ils rouvrent peut-être un peu plus facilement, mais il faut vraiment y croire, quoi. Après, des fois le destin l'est écrit, mais il faut juste trouver le chemin, l'opportunité, la brèche pour rentrer et pour aller, quoi. Chacun a son chemin de vie, voilà. Mais encore une fois, moi, midi, ça c'est, il faut être animé par l'envie et la foi. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ouais. C'est pas la foi religion, mais il parle pas de ça, moi là, mais il parle de la foi. Ça là-bas, mis ça là-bas. Dans ces obstacles-là, c'est pas grave. Mi passe, mi fait, parce que c'est ça que mi veut. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort tous les trois, s'il vous plaît? Alors. Pour conclure, donc, croyez en vos rêves, écoutez votre cœur et ayez la foi dans ce que vous voulez faire. Soyez attentifs aux signes, trouvez les brèches qu'il faut, ne vous isolez pas, entourez-vous des bonnes personnes et travaillez l'excellence et allez jusqu'au bout de ce que vous voulez faire parce que les choses ne tombent pas comme ça du ciel. Il faut juste bien écouter son cœur. D'accord, bien savoir où on veut aller et après travailler pour le faire. Et vous aurez, je vous le souhaite de tout mon cœur, un parcours aussi exemplaire que ces trois personnes extraordinaires qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Un artiste, chef d'entreprise et qui est directrice de pas mal d'entreprises et quelqu'un qui est dans la fonction publique. Tous les trois, ils ont eu un parcours extraordinaire et on sent bien qu'ils sont animés d'une passion, cette fameuse foi, d'une passion qui fait qu'ils sont tout simplement heureux. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir été présents. Et vous allez pouvoir faire une petite photo, s'ils veulent bien, devant le stand de l'université. Merci à la technique. Tu as une autre question? Allez, une toute dernière question. Toute dernière. C'était juste pour savoir, au final, quelles sont les compétences qui ont été acquises dans le cadre de vos études, ont été très utiles dans votre travail, dans la vie de tous les jours. Oui. Je vais te dire, tout à l'heure, j'en ai parlé de l'excellence. D'abord, le travail, parce que rien ne tombe tout cuit. Il faut beaucoup de travail. Et peut-être plus globalement, ces valeurs-là, parce qu'il faut rester soi-même, il faut rester ouvert, mais beaucoup de travail et puis garder le cap de l'excellence. Moi, honnêtement, à l'université, j'ai fait du droit, je ne suis pas foutu de retenir un article de droit par cœur. J'avais des collègues qui arrivaient, apprenaient par cœur les machins. Moi, je ne sais pas. Par contre, j'avais des techniques. Juste avant de rentrer à l'examen, j'apprenais 2 ou 3 numéros d'articles et puis mettre mon 2 ou 3 articles. Je m'arrangeais pour pouvoir le mettre dans mon... Voilà. Mais c'est des techniques, comme ça, qu'il faut développer pour compenser. Techniques d'intelligence. Voilà.
Et quand je dis l'excellence pour réussir, c'est ça, c'est ne pas se contenter de ce qu'on a. Ah ben on peut pas enregistrer, on peut pas imprimer, ben c'est pas grave, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Non, c'est pas vrai. Il faut trouver les moyens de passer. On est d'accord. Oh non, c'est bon. C'était pour lui. Oui, c'était pour lui. Ouais. Voilà, c'était pour lui. Bon, bah merci en tout cas de votre présence. Merci pour cet échange. Bravo. Et on va faire une petite photo, voilà, avec les étudiants devant le stand de l'Université de La Réunion qui fête ses 40 ans. Merci à nos techniciens.